Maître Viguier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi pourquoi on est là aujourd'hui. Nous sommes ici pour trois affaires qui concernent Alain Soral. D'abord, un problème de procédure lié au site internet d'égalité et réconciliation. L'objectif du parquet est certainement de faire fermer ce site. Ensuite, un dessin qui est dit le dessin des cancrelats. C'est-à-dire qu'on avait représenté notamment Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy sous forme de cancrelats. Également Emmanuel Macron. Et puis un second dessin où il est question de joueurs d'échecs. Alors on ne sait pas avec qui il joue, mais en tout cas il joue avec les candidats des élections, comme avec des pions. Et on retrouve Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. D'accord. Voilà, donc ces dessins sont attaqués pour provocation à la haine raciale, injure raciale. Maître Viguier, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Eh bien, j'en attends, comme tout procès de connaissance, une élévation du degré de compréhension de la situation. C'est-à-dire où en est l'antisémitisme en France, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, pourquoi et comment. Et j'espère que ça aura une vertu d'information du public sur ce qu'il se passe aujourd'hui en France. Et pourquoi et comment des gens sont condamnés. Voilà, pour avoir publié simplement des dessins humoristiques. Voilà, au pays de Charlie, on attend que descendent dans la rue les 6 millions de Français pour soutenir la liberté d'expression, l'expression artistique, le droit d'être satirique, le droit au blasphème également. On les attend toujours. Je crois qu'on les attendra longtemps. Alain Soral, comment allez-vous ? Bien, il fait beau. On se retrouve toujours dans la 17e chambre. Oui, c'est pas de ma volonté en réalité. À cette petite différence près que je suis pas obligé de venir, puisque c'est du droit de la presse, première instance, mais je crois que comme je suis harcelé sur des choses maintenant qui sont inattaquables, des dessins humoristiques en période électorale, des dessins qui sont pas de moi, j'ai décidé maintenant de pas seulement me défendre, mais de contre-attaquer. C'est-à-dire d'assumer les dessins ? Non seulement d'assumer les dessins, mais de dire qu'il n'y a pas d'incitation à la haine de notre part et que nous sommes face à ce qu'on appelle une inversion accusatoire. La haine, elle est en face, clairement. Donc je vais me faire fort de le démontrer, moi, et les témoins que j'ai conviés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai 4 témoins, 4 judéologues, un juif, un musulman, un catholique et un nationaliste. Puisqu'il y a des islamologues, il peut bien y avoir des judéologues. Donc ce sont des spécialistes du sujet qui ont beaucoup écrit sur la question et ce qui touche à la question, le mondialisme, la domination, et ils vont venir effectivement apporter leur savoir afin de m'aider à démontrer que nous sommes face à une inversion accusatoire de gens haineux, racistes, suprémacistes, qui nous persécutent parce que nous sommes des authentiques républicains égalitaires. D'ailleurs, égalité et réconciliation, tout est dans le titre. C'est pas peuple élu et terre promise. Et là, vous en êtes à combien de procès et quel montant d'amende, Alain Soral ? Alors, toute instance confondue, j'en suis à 57 procès, si on additionne première instance, appel, etc. Et j'ai déjà payé à ce jour pour plus de 80 000 € de condamnation. Et les condamnations demandées, si elles sont, octroyées, mais on sait de plus en plus que le tribunal n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des volontés et des desiderata d'une communauté religieuse et raciale qui représente moins de 1% de la population française. Donc si ces demandes sont acceptées par le tribunal hautement soumis, ça monte à plus de 250 000 €, ce qui est sans rapport avec mes revenus. Alors que normalement, pour une fois, là je l'ai d'ailleurs apporté, ma feuille d'impôt, normalement les condamnations doivent être proportionnées à vos revenus. C'est pour ça qu'on vous demande de venir avec votre feuille d'impôt. Et là je vais quand même faire remarquer que mes condamnations sont sans commune mesure avec mes revenus. C'est-à-dire qu'on est dans l'acharnement, le délire, la ruine organisée. Je paye, il faut que vous sachiez que je verse environ 1 000 € par mois au petit harceleur sexuel Aziza, qui s'était permis de te frapper dans un lieu public et ta plainte avait été classée sans suite. Je lui verse à titre de condamnation 1 000 € par mois, rien qu'à lui. Et je verse des sommes à peu près comparables à Bertrand Delanoë, à Pierre Berger, même mort. Je ne veux pas donner la liste, mais c'est hallucinant, quoi. Je suis comme ces gens ne peuvent pas me contredire sur le plan de la morale, du concept et de la vérité. Je suis tapé au porte-monnaie, à mon avis, jusqu'à ce que mort sociale s'en suive. C'est ça leur système.
La peur n'a pas fonctionné, la diabolisation n'a pas fonctionné, la corruption n'a pas fonctionné. Là, on en est maintenant au massacre. Hervé Ryssen, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là? Pour témoigner sur un procès qui est intenté contre Soral concernant un dessin qui représente un échiquier avec les hommes politiques pendant la présidentielle. Et puis, disons, 3 individus à l'arrière connus, 3 intellectuels, 3 éminents personnages de la République que sont Jacques Attali, je crois, Julien Drey, puis un troisième dont j'ai oublié le nom, avec une étoile de David en arrière-plan, qui laisse penser que certains juifs, on va dire, ont un certain pouvoir sur la République française. Alors moi, je vais témoigner uniquement sur un thème très précis, qui est l'idée de domination mondiale. La puissance, alors je laisse de côté la puissance financière, je laisse de côté la puissance médiatique, je me concentre uniquement sur l'idée de domination mondiale à travers la littérature juive. Quand on ne connaît pas le judaïsme, ça peut être délicat d'entendre ces mots à ses oreilles, ça grince un petit peu. Mais quand on ne connaît pas le judaïsme, on pense que les juifs sont de frêles agneaux persécutés à travers les âges, on ne sait pas pour quelles raisons, qu'ils ont toujours subi des revers, qu'ils sont les boucs émissaires d'une société en crise. Ça, c'est la doxa, c'est ce qu'on entend habituellement à la télévision, à travers les radios, etc. Mais quand on étudie le judaïsme de près, on se rend compte que les intellectuels juifs travaillent beaucoup avec l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils accusent toujours leurs adversaires de ce dont ils peuvent eux-mêmes se sentir coupables, et ils ont tendance à vivre dans le secret, à cacher certaines choses. Et cette idée de domination mondiale, moi je la retrouve de manière récurrente. Alors le problème, c'est que c'est uniquement c'est juste un aspect de la question. Si on ajoute à cela, par exemple, l'idée récurrente de paix sur Terre, de paix universelle, planétaire et définitive... C'est plutôt bien comme idée, ça, oui, non, mais c'est une très bonne idée, mais ça vient, si tu veux, se greffer sur l'idée de domination mondiale, parce que pour eux, la paix, c'est comme la paix romaine, la Pax Romana, c'est-à-dire c'est une paix qui correspond à une domination. Tu vois, il y a énormément de choses qui font que c'est un ensemble. Là, moi, je vais citer simplement, donner des exemples sur une petite partie, un petit segment de la pensée juive, quoi. Donc, parce que c'est ce sur quoi c'est le thème du dessin, en fait. C'est-à-dire, est-ce que les juifs ou certains juifs ont un pouvoir sur la République française et sur le monde? Alain Soral est poursuivi pour avoir permis la diffusion de 2 dessins qui reflètent non pas une invention mais une réalité, qu'effectivement on trouve des personnes qui jouent un rôle. Ces personnes sont de confession juive, sionistes. Bon, c'est autant affirmer que le feu brûle et l'eau mouille, voilà, c'est une réalité purement historique, factuelle, et donc ces faits gênent la partie adverse. Donc vous voulez dire que ces dessins sont une caricature de quelque chose qui existe? Mais c'est même pas une caricature, oui, un peu... Force un peu le trait quand même. Disons que c'est une manière presque allégorique pour désigner une réalité qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'accord. Alors, il y a un des 2 dessins qui est, on va dire, satirique, parce que c'est le dessin des Cancrelats, où on voit des toilettes avec un petit drapeau du CRIF et le drapeau de la République française. Et en fait, alors, le titre du dessin, c'est « Les Cancrelats sont en marche ». Et on voit des cancrelats avec les têtes de Jacques Attali, Bernard Lévy, Macron, etc. Là, on peut dire que c'est de la satire. On ne va pas dire que ça reflète la réalité. Par contre, l'autre dessin, où on voit l'échiquier politique, on voit un échiquier avec Macron, Mélenchon, Asselineau, etc., avec un drapeau d'Israël derrière, et ceux qui jouent, donc les meneurs de l'échiquier, ceux qui jouent derrière l'échiquier, on voit Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, et Jacques Attali. C'est pas pour vous enfermer, voilà, c'est juste. D'accord. Pour éviter que les gens rentrent là. D'accord, merci. Et ça reflète véritablement une réalité, puisque Jacques Attali lui-même a admis, a affirmé, s'est vanté d'avoir inventé Emmanuel Macron. Il a affirmé dès 2014 sur BFM que il pourrait être un président. En 2015, dans le journal L'Express, il a affirmé que le futur président serait un inconnu. Et lors d'un entretien publié dans un livre de Anne Fulga, je crois, rapporté par le Huffington Post, il a dit effectivement qu'il avait inventé Emmanuel Macron. Donc on a quelqu'un, Jacques Attali, qui est suffisamment puissant pour décider du futur président de la République. Je rappelle qu'il est le conseiller des présidents successifs depuis François Mitterrand, depuis le début des années 80, et qu'il s'est même targué lui-même d'avoir mis en selle Ségolène Royal, Laurent Fabius et d'autres.
On peut même dire, reprendre son expression à Jacques Attali lors d'une émission à BFM TV où il dit qu'il a mis le pied à l'étrier à des esprits brillants dont Emmanuel Macron, et il a même ajouté qu'il connaissait le nom du futur président qui est une présidente. Donc si c'est pas quelqu'un, après Macron, donc si c'est pas quelqu'un qui joue un rôle, je ne comprends plus rien. Pour ce qui est de Bernard-Henri Lévy, on peut le classer dans l'agent israélien, il s'en cache pas, hein, il l'a dit lui-même, qui pilote en partie la politique étrangère de la France, puisqu'il s'est vanté, lui aussi, il s'est vanté en 2011 devant une assemblée du CRIF d'avoir mené la France dans une guerre contre la Libye. Et en tant que juif, il a dit « je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif », et il a affirmé qu'il l'avait fait pour Israël et pour son allégeance au sionisme. Donc ces gens-là le disent eux-mêmes, c'est objectif. En fait, les dessins reflètent une réalité, simplement. Ce sont des satires, mais à ce moment-là, vous savez, d'un point de vue historique, vous avez le premier, un des plus grands dessins satiriques du 19e siècle, c'est un dessin représentant la tête du roi Louis-Philippe qui peu à peu se transforme en poire. Bon, il n'y avait rien de méchant à ça, mais maintenant c'est encore... Mais on voit, ces dessins ne font que désigner une réalité. Après, on est pour le compte des conséquences, mais on ne peut pas nier la réalité. Donc ce qui se joue ici, c'est pas c'est pas seulement le procès de Soral. Alain Soral, aujourd'hui, incarne, un intellectuel français qui veut exercer son droit à la liberté d'expression. En fait, ce qu'on est en train de mettre en évidence aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne tolèrent ni la satire, ni la moquerie, ni même la critique, ni même qu'on dise la vérité. Donc j'ai l'intention de dire, de partir d'un tweet du CRIF de la semaine dernière qui avait dit « Oh là là, quand on tape juif sur Internet, on a des termes insultants. » Et ils ont l'air de s'étonner. Alors moi j'ai envie de leur dire « Mais pourquoi vous étonnez? Mais vous faites la loi ici en France. Donc c'est normal que le peuple résiste. Et vous faites obéir par la justice, la police, le gouvernement, et les gens ne sont pas dupes. Donc il y a une résistance, et vous ferez passer toutes les lois que vous voudrez, la résistance s'organisera. Et non seulement parce que vous travaillez, en fait, je décrypte votre message, c'est-à-dire votre position, c'est que vous ne travaillez pas en tant que juif français pour la loi et la justice, et l'égalité. Français juif. Voilà, vous travaillez pour un pays étranger, ce qu'on appelle les Sayanim. Voilà. Et donc, méfiez-vous des retours de bâton dans l'histoire, parce que cette même justice qui aujourd'hui rampe devant vous, en 1940 et 1941, avec beaucoup de zèle, elle a chassé les juifs et les magistrats, les juifs avocats et les magistrats juifs. Donc, vous savez, la roue tourne dans l'histoire. Alors, réfléchissez un peu. Et j'avais écrit une phrase il y a 2 ans, que j'ai citée ici d'ailleurs. À défaut de se faire aimer, les juifs se font craindre. Voilà. C'est la mi-temps pour l'instant. D'accord, c'est la mi-temps. Je dois dire que le juge a accepté, malgré l'opposition des parties civiles, qu'on puisse visionner la vidéo qu'on avait amenée et que mes témoins puissent témoigner. C'est rarissime et c'est quand même assez bon signe, je dois le dire. Alors que les parties civiles étaient refusées absolument qu'on puisse visionner la vidéo et entendre mes témoins. Donc pour une fois, le tribunal s'est comporté de façon à peu près équitable. Il faut le faire remarquer. Est-ce que la vidéo a fait son effet? En tout cas, le silence a été gardé. Et de toute façon, la vidéo fera son effet parce qu'on va la diffuser. La vidéo démontre absolument incontestablement que les personnes incriminées par les dessins sont bien ce que nous en disons. Hein, voilà. Et le commentaire de Lilti qui était à côté de moi, il a dit « Vous faites notre boulot, c'est bien », en écoutant ce que disaient les rabbins sur leur projet de domination mondiale par la violence. Il a dit ça? Il a dit ça. « Vous faites notre boulot, c'est bien ». Comme si, en fait, en diffusant le message de rabbins, on faisait leur boulot. C'est assez drôle de voir comment effectivement, ils réagissent. Mais je crois que là, pour la première fois, on est dans un procès où on va au fond des choses. C'est-à-dire, oui, il y a inversion accusatoire. La haine, ce n'est pas nous, ce sont eux. Le judaïsme est une monolatrie qui est devenue une religion pseudo-universelle de haine. Et les gens qui s'en réclament sont atteints profondément par cette haine de l'autre, qu'on appelle le goïm, qui serait un sous-homme. Donc nous sommes bien dans une démarche antiraciste. Hein, voilà.
Nous luttons contre les gens qui prétendent que nous sommes des sous-hommes et que nous avons vocation à devenir leurs esclaves, que ce soit par la voie religieuse ou par la voie financière. Et on voit bien qu'Attali fait converger les deux, et évidemment aussi Bernard-Henri Lévy, et sans doute bien d'autres. Hein. Voilà. Donc maintenant, c'est ce combat de vérité qu'on mène. Et si la République est la République, si la laïcité est la laïcité, si la démocratie est la démocratie, nous devons gagner. Et si nous perdons, nous démontrerons que ce qu'on appelle le tribunal français ne rend pas la justice au nom du droit français et du peuple de France, mais au nom d'une communauté archi-minoritaire qui représente moins de 1% de la population française et qui a un projet de haine envers le peuple de France et même le monde, l'humanité tout entière. Voilà. Et c'est ce combat que nous menons aujourd'hui. Il n'est plus question de tortiller du cul. Voilà, merci. Il est vraiment dommage qu'on ne puisse pas filmer les procès, comme aux États-Unis, pour que les gens voient ce qui s'y passe. Le juge s'est bien comporté. La procureure a été au-dessous de tout dans la malhonnêteté et la soumission intégrale. Au-dessous de tout. On est dans le déni intégral, dans le mensonge intégral. Et le terme est bien inversion accusatoire, c'est vraiment le propos. Et aussi ce concept que je vais développer de nouveau Maran. Hein. Nous sommes face à des gens à qui nous avons donné l'égalité citoyenne par la République et qui s'en servent pour asservir progressivement cette République à leur projet de domination. Ça devient de plus en plus visible et clair. Hein. Voilà. Et il n'y a rien à négocier, effectivement. Voilà. Et je rappelle que notre proposition à nous, c'est soit la proposition religieuse qui s'appelle la conversion, que ces gens-là nous rejoignent dans l'amour du Christ, soit la proposition laïque qui s'appelle l'assimilation authentique. C'est de devenir des citoyens français qui agissent pour le bien commun et non pas pour d'autres visions. Hein, à la fois d'autres visions en termes d'allégeance à un autre État ou d'autres visions en termes effectivement de délire, on va dire, racialo-théologique. Voilà. Je crois que tous les arguments sont de notre côté, la raison est de notre côté, et je pense que il faut vraiment... je pense que ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on diffuse la vidéo et que j'ai droit à des témoins. Parce que je crois qu'on a vraiment tout démontré en réalité. Hein. Voilà, il n'y a aucun délire chez nous, aucune haine. Voilà. On a peur de quelque chose qui se rapproche et que ces gens-là revendiquent. Et nous nous battons, nous, effectivement, au nom de l'égalité citoyenne et de la République. Hein, nous voyons qu'elle arrête d'être pervertie. C'est tout. Voilà. Et nous avons derrière nous l'immense majorité du peuple français qui subit en réalité un régime de mensonges et de terreur. Hein, voilà. Et je le dis, il n'est plus question de se laisser intimider, il n'est plus question de laisser faire. Voilà, il est question de répondre avec nos arguments qui sont les arguments de la raison et les arguments du bien. Et notre combat à nous, c'est quoi? C'est le bien et la vérité. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, nous ne pouvons que gagner. Car vous l'avez tous constaté ici, ces gens-là sont tout simplement en termes de logique aristotélicienne, des menteurs professionnels. Ils ne font que mentir. Et ce qui est tragique, c'est que la procureure était au sommet, je dirais, de la pyramide du mensonge. Hein. Elle a nié mon existence en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel. Elle a même dit que je n'avais apporté aucun argument, que mes témoins n'avaient apporté aucun argument. Et elle a demandé de la prison ferme et elle a recouru à l'explication pathologique. On est là dans exactement le totalitarisme, c'est-à-dire je suis fou et il faut le mettre en prison. Voilà. Comme c'est d'ailleurs me mettre en prison, elle me faire taire. Je veux dire, à un moment donné, je crois que ces gens-là n'ont pas bien compris. Hein. Ce qui m'a frappé, c'est la pauvreté de langage et de raisonnement de Madame le procureur. Pauvreté de français, pauvreté des arguments, le refus du réel. C'est là où j'ai compris le livre qui est sorti il y a des années d'un philosophe belge d'origine espagnole qui s'appelle Marcel Descartes, L'intelligence en péril de mort. Avec cette femme, on avait des arguments d'une telle pauvreté refusant le réel, en particulier tous les arguments, tous les faits qui ont été avancés cet après-midi, que ce soit par Alain Soral, par Maître Viguier et par les témoins, ça n'existait pas. J'ai l'impression qu'on essaye de nous faire croire, alors je ne sais pas si ça marche, mais on essaye de nous faire croire que des gens qui s'expriment en fait en étant complètement pacifistes en fait, qui font de l'humour en fait, ce qui désamorce la violence normalement, selon moi, on essaie de les faire passer pour des fauteurs de troubles, de fauteurs de violence, des gens qui veulent génocide. Fauteurs de génocide, voilà. Alors toi spécifiquement, quand tu vois ces deux caricatures, est-ce que tu as des envies de génocide, honnêtement?
Non, 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 du tout. Non, j'ai pas ça en moi et je pense qu'en fait, quelqu'un qui aurait des envies de génocide, il y a un problème qui va au-delà du dessin et qui date pas du dessin. Donc je pense que quelqu'un de sain d'esprit, je pense que la plupart des gens en France sont sains d'esprit et réfléchissent et savent que c'est absurde. Les preuves que j'ai apportées étaient accablantes. D'ailleurs, j'attendais une réaction des parties civiles, pas de réaction. Une réaction de la procureure, aucune réaction. Mais malgré ça, il balaye toutes nos preuves, tous nos arguments d'un revers de main. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on cite des gens comme Gekatel, etc., qui affichent leur pouvoir, qui se targuent de faire des présidents, d'envoyer des pays en guerre. Et nous-mêmes n'avons pas le droit de pointer du doigt ou même de citer ces gens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est proprement hallucinant. Il y avait un spécialiste de la caricature qui s'exprimait, soi-disant spécialiste, après je suis pas, c'est pas à moi de dire, mais qui nous a expliqué grosso modo en fait qu'il y avait de la bonne caricature et la mauvaise. Et sans expliquer où on mettait la limite, mais grosso modo... c'est lui qui l'a fixé en tout cas. C'est lui qui l'a fixé pour ce jour-là, et apparemment tout le monde était d'accord, le procureur de la République était d'accord, tout le monde était d'accord, et c'était... on avait l'impression que c'était joué d'avance, quoi. Les livres que j'ai écrits, les livres que Pierre Hillard a écrits, ou Kerverissen a écrits, ou même les livres que Alain Soral a écrits, n'ont jamais été attaqués sur le fond. Je dis bien sur le fond, jamais. Donc effectivement, l'exactitude, le travail scientifique est de notre côté, et de leur côté, il y a l'inversion accusatoire, le mensonge, la pleurniche et l'incompétence. L'incompétence. Ils n'osent même pas débattre avec nous. Et c'est quand même bon signe. C'est bon signe. La suite au prochain épisode, et comme dirait l'autre, c'est une citation de Mao Zedong que j'aime bien, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Voilà. Et de toute façon, il est certain que si un Dieu existe, il est avec nous. De la provocation à la haine. Il y a quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, en disant ça, de relancer l'éternel problème de la double allégeance, à savoir j'engage une nation à aller dans la guerre au nom des intérêts d'une autre nation? Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Être juif, c'est être une espèce d'escorte silencieuse et secrète pour les autres peuples et pour les autres nations. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Et de judéophobe. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. À la fin des temps, tout le monde verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Édom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tzion. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, demande ces statues qui représentent cette puissance islam et christianisme. Comment il va être détruit à la fin des temps? Et ça sera le monde juif qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui elle va gérer le monde. On appelle Eretz Israël Eretz Tzvi. Pourquoi? La peau de Tzvi, c'est la seule peau qu'on peut l'attirer. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il va l'attirer, le monde entier, ça sera Israël. Incitation à la haine raciale. Appels à la violence. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple.
quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Pousser les chrétiens et les musulmans à s'exterminer. העולם המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו כמה אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? Esclavagisme. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Appel à la guerre civile et à la guerre mondiale. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapka qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Judéo, qui a à voir avec le judaïsme. Phobie, qui a peur d'eux. Au nom de la paix, des droits de l'homme et de la laïcité, n'est-il pas normal d'être judéophobe? Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais vous, parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre, par exemple, pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Cette opération vient de très loin. Moi, j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit « On essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. » C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens, chapitre 3, verset 11. Tous unis contre la haine.